Au sommaire de ce journal, lutte contre la corruption, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance HABG lance une plateforme signaliste pour dénoncer les faits. Le cabinet de formation VAS International Consulting a initié à Abidjan la 23e édition de sa formation Finance pour décideurs non financiers. Le Centre suisse de recherche scientifique CSRS a présenté ses acquis dans le domaine de la recherche. C'était à l'occasion de la 3e édition de la quinzaine internationale de la science et des technologies. Et puis à Bandoukou, les femmes des associations ont été honorées à l'initiative de la Direction régionale de la femme, de la famille et de l'enfant. Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Business 24 Africa. Parlons de bonne gouvernance pour débuter cette édition. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance HABG, dont l'une des missions est de lutter contre la corruption, a procédé au lancement technique de sa plateforme anticorruption dénommée Signalis. Le lancement a fait suite à une conférence de presse au cours de laquelle les performances de Signalis ont été présentées au public qui avait à sa tête le président de la HABG et des membres de la coopération allemande qui ont financé Signalis. Philippe Zabo et Doumbia Ayouba. Notre pays à la tête n'a pas besoin, à la tête de ces institutions, d'ambition. L'ambition est charnelle, l'ambition est matérielle. 800-811, tel est le numéro vert pour joindre Signalis, la nouvelle plateforme vocale anticorruption de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance HABG. Pour sa mise en exploitation, une conférence de presse a été organisée par la HABG. Une conférence de presse qui a montré les innovations de Signalis et qui s'est voulue très technique. Pour celui qui appelle via le 800-811, son numéro n'est pas tracé. Parce que derrière le 800-811, il y a un numéro qui contacte la plateforme vocale. Voilà. Donc lui, lorsqu'il appelle, il ne peut pas être tracé. Donc il est sécurisé, il est protégé. Voilà. Pour celui qui joint Signalis via la plateforme web, via Internet, ces données de connexion ne sont pas traçables. Voilà. Donc, pour faire, du point de vue technique, on parle de VPN. Donc, il y a un réseau privé qui est établi entre lui et la plateforme. Mais la HABG ne se contente pas uniquement de recevoir les dénonciations. Elle va plus loin. En cas de corruption avérée, sa direction de l'investigation et des poursuites suit le dossier et le porte au procureur de la République. Voici un peu les différentes étapes. Il y a d'abord le recueil, l'analyse du dossier, l'examen du dossier par le conseil, la conduite d'une enquête dans le cas où l'enquête est nécessaire, ensuite l'examen du procès verbal de cette enquête-là par le conseil et transmission donc, du dossier au procureur de la République pour des suites judiciaires. Quant au président de la HABG, il a demandé au public de s'approprier Signalis pour ne point donner du répit aux corrupteurs et aux corrompus. La lutte contre cette corruption-là est une lutte indispensable à mener et c'est pour cela que j'ai lancé un appel au moment en informant tout le public, j'ai dit les différentes catégories qui étaient concernés, mais in fine, tout le public est invité à mettre vraiment en œuvre cette machine qui devrait permettre de faire en sorte que les corrupteurs et les corrompus ne soient à aucun moment en sécurité par rapport à leurs actes. La création de Signalis s'inscrit dans le cadre général du projet promotion de la bonne gouvernance pour l'accroissement des investissements et de l'emploi en Côte d'Ivoire. Il est financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et mis en œuvre par le GIZ. Et toujours dans le cadre de la bonne gouvernance, le cabinet de formation VAS International Consulting a initié la 23e édition de sa formation Finance pour décideurs non financiers. À travers des exercices pratiques, cette formation qui s'adressait aux dirigeants d'entreprise a permis de leur apprendre les contours de la finance, une manière pour VAS Consulting de contribuer à l'amélioration de la gouvernance de ses chefs d'entreprise.
Konena Norgo et Doumbia Ayuba y ont pris part. Aider les décideurs à améliorer la gouvernance de leurs entreprises, c'est l'objectif recherché par VAS Consulting à travers cette formation dénommée Finance pour décideurs non financiers. Au cours de cette 23e édition tenue du 23 au 24 mai 2023 à Abidjan, cette formation a permis aux chefs d'entreprise présents d'acquérir des connaissances pratiques sur la finance, que ce soit les techniques de contrôle financier, la trésorerie, le bilan financier, la rémunération ou encore l'éthique d'entreprise. Tous ces thèmes ont été passés en revue par le formateur du jour. Les dirigeants, c'est eux qui ont la vision de l'entreprise. Et il est important qu'ils comprennent les enjeux financiers parce que ce dont il est question, c'est d'améliorer la performance financière de leur entreprise. Donc c'est notre contribution à la bonne gouvernance des entreprises. Ce séminaire permet effectivement d'aider les patrons à mieux comprendre la gestion de leur entreprise et donc à les aider à améliorer leur système de gouvernance, notamment au niveau de l'aspect financier. Nous irons dans un mois, nous repartons sur Conakry, où nous avons le séminaire Cash is King et encore ce séminaire Finance pour décideurs non financiers. Et nous avons des planifications pour le Congo-Brazzaville et pour le Cameroun et pour le Togo notamment. Taillée sur mesure, cette formation intense de 2 jours sur la finance pour décideurs non financiers a permis aux chefs d'entreprise de cerner tous les rouages de la finance. De retour dans leur poste, ils seront plus outillés dans la gestion financière de leurs entreprises. Je comprends mieux le bilan et donc je peux même discuter avec mon cabinet d'experts comptables ce dont je ne comprends pas, ce que je ne pouvais pas faire avant. Donc cette formation m'a beaucoup apporté. Je dirais simplement que je donnerai 19 suivants à Vice parce que pendant ces 2 jours, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas financier. Mais aujourd'hui, j'ai acquis donc tous les rudiments qui me permettent donc aujourd'hui de travailler sur tous les aspects financiers. Et donc je pense que le cabinet VAS a été vraiment à la hauteur et avec donc M. Guémessi, on en a profité pendant ces 2 jours. VAS International Consulting est un cabinet de formation qui vise à fournir aux entreprises une grande valeur ajoutée. Ces 5 axes d'intervention tels que gestion et gouvernance, formation et coaching, recrutement sont animés par des consultants expérimentés. Jetons un regard sur le secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire. La 2e édition du sommet de l'élevage a connu son apothéose à l'esplanade du Palais de la Culture de Treichville. Durant 3 jours, ce rendez-vous des professionnels de l'élevage avait pour contenu des expositions, des panels, des formations au métier de l'élevage pour en ressortir des champions nationaux. Le clou de l'événement a été marqué par la remise de prix des awards de l'élevage. Et le thème de l'édition 2023 était Jeunesse, emploi et sécurité alimentaire. Suivez. L'édition 2 du sommet de l'élevage a refermé ses portes par la remise des prix du concours des awards de l'élevage. Les fermes présentes au sommet ont compéti dans différentes catégories telles que volailles, chevaux, bovins, ovins. Exposants, éleveurs, étudiants et partenaires repartent de ce rendez-vous des professionnels de l'élevage avec une plus-value, des opportunités d'affaires et avec l'espoir de voir la Côte d'Ivoire s'autosuffire en viande. Nous tirons de bonnes leçons de ce 2e salon parce qu'il permet aux éleveurs de montrer leur savoir-faire, mais aussi créer de nouvelles vocations pour que des jeunes embrassent aussi ce métier d'éleveur qui est un métier d'avenir. Mais si on n'avait pas créé, il fallait créer. Nous avons assisté à toutes sortes d'élevages au niveau de la production animale et halieutique. Nous concernant, nous halieutiques, on est venu pour se frotter aux autres. On vient de net, on vient de s'organiser, mais nous avons vu des trucs innovants. La commissaire générale Tano Colette a tiré 2 enseignements au cours de ces 3 jours. Le premier, faire en sorte que les jeunes puissent avoir accès à la bonne information afin de saisir les opportunités qui se présentent à eux, de sorte à contribuer à la création d'emplois décents et durables, mais surtout à la création d'entreprises par les jeunes. Le second, la volonté de parvenir au rendez-vous du donner et du recevoir. La particularité, c'est de placer la jeunesse, d'avoir placé la jeunesse au cœur de tout ce que nous avons fait cette année. Donc le thème, c'était jeunesse, emploi et sécurité alimentaire.
Donc pour nous, la dynamisation du secteur des chaînes de valeur de l'élevage et de la pêche a comme résultat la création d'emplois pour les jeunes. Donc plus d'emplois pour les jeunes, des emplois de qualité, des opportunités à saisir pour les jeunes. Notons que ce sont au total 8000 participants qui ont été enregistrés durant ces 3 jours de travaux, d'exposition, de formation, d'échange et de partage d'expériences. Poursuivons cette édition dans le domaine de la recherche. Le Centre suisse de recherche scientifique a organisé récemment une journée d'échange et de présentation de ses acquis dans le domaine de la recherche. Durant 2 jours, les invités ont donc eu l'occasion de constater de visu les prouesses du Centre suisse, avec surtout la mise au point du système de surveillance démographique de Tabo. Un moment d'immersion qui s'inscrit dans le cadre de la 3e édition de la quinzaine internationale de la science et des technologies. Konina Nourgo Doumbia Ayouba nous rapporte les faits. Dans le domaine de la recherche scientifique, le Centre suisse en Côte d'Ivoire fait figure de proue. En témoigne cette panoplie de résultats de recherche exposés à l'occasion de cette 3e édition de la quinzaine internationale de la science et des technologies. Parmi ces acquis scientifiques, il y a le système de surveillance démographique de Tabo, dont le centre est particulièrement fier. À la base, ce système de surveillance démographique et sanitaire permet de récolter des données à temps réel sur les incidences de mortalité, de naissance, d'immigration et l'incidence de certaines maladies. Et parallèlement à cela, parallèlement à ces activités routinières de collecte d'informations sur les cohortes, nous avons mené des recherches pointues sur le traitement des ulcères de Buruli et d'autres plaies, par exemple liées aux morsures de serpents. Il s'agit de plaies chroniques qui sont très invalidantes. Et la méthode que nous utilisons, c'est la thermothérapie, c'est-à-dire le traitement par la chaleur. Elle n'est pas très médicamenteuse et elle est facile d'application. Et donc, notre but, c'est d'impacter effectivement la politique de l'OMS en matière de traitement de ce genre de plaies. Le succès que nous avons est lié non seulement à l'innovation liée à la thermothérapie, mais aussi à l'application, on va dire, de la nutrition. Parce que ces victimes d'ulcères de Buruli s'interdisent certains aliments traditionnellement, alors que ces aliments sont censés favoriser la cicatrisation. Ces différentes trouvailles ont été vulgarisées par le centre à travers 2 journées d'immersion. Échanges avec les participants et visites guidées ont meublé cette rencontre. Une initiative qui répond justement à la vision du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'organisateur de la quinzaine internationale de la science et des technologies. La quinzaine internationale de la science et de la technologie, comme on l'a dit, vise 2 objectifs. Le premier objectif, c'est la promotion de la science, de la technologie et de l'innovation. Promotion auprès de nos élèves et étudiants, vu les faibles proportions d'élèves et d'étudiants dans les filières scientifiques de Côte d'Ivoire. Et vu que dans les décennies à venir, la plupart des emplois qui seront offerts, ces emplois seront offerts dans le domaine des sciences, de la technologie et de l'innovation, alors que nous avons des faibles proportions d'élèves et d'étudiants dans ces filières scientifiques. Depuis son établissement en 1951, le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire a su s'imposer dans le domaine de la recherche scientifique. Des chercheurs qui cherchent et qui trouvent, on en trouve au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Il s'est tenu à Bonois, ville située dans le sud de Comoé, une session de thérapie communautaire intégrative et systémique à l'intention de 30 victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. C'est un atelier qui vise entre autres à renforcer l'auto-estime individuelle et collective, mais aussi favoriser la cohésion sociale tout en prévenant et en combattant les situations de désintégration sociale. Renforcer l'auto-estime individuelle et collective des leaders communautaires, favoriser le développement communautaire en prévenant et en combattant les situations de désintégration sociale, mais aussi en restaurant et en renforçant les liens sociaux. Tels sont quelques objectifs assignés à un atelier de l'OIDH à Bonois, au sud d'Abidjan. Dénommée session de thérapie communautaire intégrative et systémique, la rencontre a vu la participation des populations, notamment des chefs de
de village, des guides religieux et présidents d'associations de jeunesse. Cette formation s'inscrit elle-même dans la mise en œuvre du projet de promotion du dialogue politique inclusif à travers une démarche ascendante et participative en Côte d'Ivoire, projet soutenu et financé par le NED, entendu National Endowment for Democracy. Ce projet est né de l'exécution d'un autre projet dénommé Monitoring des atteintes et violations des droits de l'homme lors des processus électoraux en Côte d'Ivoire de 2020 à 2021. Un atelier qui, ma foi, devrait intéresser tout le monde, plus d'un. Parce qu'aujourd'hui, parler de paix, c'est parler de développement. Un développement sans paix n'est pas possible. Aujourd'hui, nous savons tous ce qu'a connu la Côte d'Ivoire depuis ces décennies. Et aujourd'hui, nous louons cette initiative-là aujourd'hui. Tout eux qui concourt aujourd'hui au maintien de la paix et à la cohésion sociale est à encourager. C'est dans ce sens que le sous-préfet m'a fait l'honneur d'être ici ce matin à cet atelier afin de dire merci. Merci surtout à l'OIDH et ses partenaires qui ont voulu quand même venir à Bonois pour permettre à la population de penser ses plaies. Le programme qui va être amorcé d'ici peu va d'abord dans le sens de rechercher les solutions ou les causes qui nous ont amenés à vivre ces événements, je peux dire, tristes. Et puis, après cela, nous allons essayer de voir dans quelle mesure trouver des solutions avec les leaders communautaires eux-mêmes, trouver des solutions pour essayer plus ou moins de les aider. Il est bon de souligner que cette session a été conduite par 2 thérapeutes, un philosophe et un psychiatre. Elle a été mise en œuvre dans 2 salles regroupant 15 participants sélectionnés parmi les autochtones abourés d'une part et des allogènes et allochtones d'autre part. Rendons-nous à Bondoukou, où elles sont plusieurs ces associations féminines à œuvrer dans le social. Les femmes de ces associations ont été distinguées à l'occasion de la journée de valorisation des associations féminines de Bondoukou, initiative de la direction régionale de la femme, de la famille et de l'enfant, en collaboration avec les associations des femmes de la région du Gontougo. 4 femmes ont bénéficié de chèques qui leur permettront de mettre sur pied des activités génératrices de revenus. Le compte-rendu de notre correspondant Anissé Kouadio. Bané Fatoumata et Sadogo Awa, veuves, qui aujourd'hui par la force de la vie sont devenus les piliers de leur famille qui s'occupent de leurs enfants, sans grand moyen. À côté d'elle, Kangouté Adjamaria, abandonnée par son conjoint, s'occupe seule de ses enfants. Elle contribue à la prise en charge de sa mère, victime d'AVC, tout en prenant sur elle également la prise en charge médicale de son fils, victime de 2 accidents de la circulation. Touré Mariam vit en location dans une maison inachevée avec son mari en situation de handicap et leurs enfants. Ces 4 femmes vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Elles reçoivent des chèques offerts par la direction régionale de la famille, de la femme et de l'enfant en collaboration avec les associations et groupements de femmes du Gontougo et de Bondoukou, avec le soutien de M. Bamba Salia, fils et cadre de Bondoukou, qui représentait le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Je m'engage à poursuivre ces efforts en faveur des femmes, que l'autonomisation des femmes est essentielle. La solidarité dans laquelle la Côte d'Ivoire est engagée nous interpelle tous. Nous devons accompagner les mesures du gouvernement. Rendre service à ces femmes, ce n'est pas beaucoup, mais c'est un geste significatif. C'est au total la somme de 100 000 francs que chacune d'entre elles a reçue afin de mettre sur pied une activité génératrice de revenus pour s'occuper de leurs familles respectives. Avec cet argent-là, même s'il est venu un peu pour avoir si qu'on boit pour mes enfants, donc je remercie tout le monde. Ce sont également 5 ONG qui œuvrent depuis plusieurs années dans la protection et l'éducation des enfants et l'autonomisation de la femme, qui posent des actions sociales d'envergure en faveur des populations vulnérables qui ont été également distinguées. Cette distinction nous permettra de travailler mieux pour faire booster le Gontougo. Cette journée, organisée par la direction régionale de la famille, de la femme et de l'enfant, avec les groupements et associations de femmes de Bondoukou et du Gontougo, avait pour objectif de mettre en lumière le leadership et les réalisations des femmes de Bondoukou, tout en soulignant l'importance de continuer à soutenir leur émancipation et leur participation active dans tous les domaines de la société.
Durant 3 jours, le lycée technique et professionnel de San Pedro a procédé à la célébration de ses 40 ans d'existence. Parmi les invités, Alain Yavo, directeur général de la formation initiale qui représentait le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Une cérémonie à laquelle ont pris part des élus et cadres de la ville de San Pedro. Abel Kwao, Djekou de Silva, dans un commentaire de Michel Brou. 3 jours durant les 40 ans d'existence du lycée technique et professionnel de San Pedro ont été célébrés. Hymne national, salut aux couleurs, prestation de la chorale d'Inio qui signifie bienvenue en langue locale Kroumen. Puis, présentation de quelques travaux des étudiants et enfin, la visite du stand des différents partenaires. Le lendemain, place aux activités sportives et culturelles, entre autres football, maracana, prestations artistiques, remise de trophées et grand bal pour l'apothéose. On me sollicite pour venir parrainer une manifestation, surtout un quarantenaire. C'est vraiment un honneur. Il fallait que je saute sur l'occasion et puis retourner au lycée pour donner espoir à nos cadets. C'est très très important. Le lycée nous a fait, nous avons été tous formés ici et il était important pour nous d'assister à ce quarantenaire. Dans le programme de l'Académie des talents, qui est l'un des programmes majeurs du ministère, les axes sont la réhabilitation et les nouvelles constructions. Il est bon de rappeler que le lycée technique de San Pedro a été créé en 1983. Il a changé de statut par arrêté du 11 octobre 2022 et est devenu le lycée technique et professionnel. Le lycée technique et professionnel de San Pedro compte aujourd'hui 1268 apprenants, dont 84 filles. Ils sont encadrés par 45 enseignants et 21 agents de l'administration. Depuis son ouverture jusqu'à ce jour, ce sont environ 19 000 pensionnaires, dont 2500 filles qui ont été formées au lycée technique et professionnel de San Pedro. À Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, il s'est tenu la cérémonie d'ouverture de l'atelier du premier symposium sur l'écologie microbienne et la bio-info-armatique dans le développement durable en Afrique et en Côte d'Ivoire. Cet atelier qui a pour objectif de faire appel à des scientifiques de haut niveau pour faire le point sur la recherche actuelle en écologie microbienne dans le monde, mais aussi à exhorter les étudiants à s'intéresser aux microbiologistes. L'Afrique et la Côte d'Ivoire en particulier regorgent d'une richesse naturelle exceptionnelle, mais confrontée à des défis environnementaux et socio-économiques. Ce symposium, qui se tient à l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny INPHB, est une occasion unique de partager les expériences, connaissances et d'établir des partenariats en vue de développer des synergies pour relever ces défis. Ce symposium est organisé par ISME, qui est International Society for Microbial Ecology, ici même pour la première fois en Afrique, en Côte d'Ivoire. Le but principal d'abord concernant le symposium, c'est de faire appel à des scientifiques de haut niveau pour permettre de faire le point sur la recherche actuelle en écologie microbienne dans le monde. Donc il fallait trouver des experts internationaux pour venir pendant 2 jours discuter avec les étudiants, avec les chercheurs, avec tout le monde, donc sur les avancées de la recherche en écologie microbienne. Le message que j'envoie aux étudiants de l'INP, c'est également la microbiologie est extrêmement importante, le sol est vivant, et donc, les microbes font partie vraiment une composante cruciale. Je voudrais donc vous exhorter au nom de Monsieur le ministre à donner le meilleur de vous-même, car le ministère attend beaucoup de ce symposium, dont les résultats, nous en sommes certains, vont servir d'outil d'aide à la décision. En image à présent, la première phase du projet de construction du nouvel aéroport rwandais de Bugesera, à 40 km au sud-est de Kigali, devrait atteindre 70% de réalisation physique d'ici fin 2023. L'infrastructure devrait être livrée au premier ou au second trimestre 2024. Le nouveau complexe aéroportuaire deviendra
pleinement opérationnel d'ici 2026 après les phases d'essais techniques et de certification. Lancés en 2017, les travaux prévus pour s'achever fin 2020 ont eu du retard en raison des modifications apportées au plan initial et de la crise sanitaire, selon les explications du ministère des Infrastructures. La première phase du projet prévoit une capacité annuelle de 7 millions de passagers et la seconde phase devrait être lancée en 2032 pour agrandir les installations et accueillir 14 millions de voyageurs par an. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.